Question 1. Écouter la radio avec un volume sonore élevé permet de passer un coup de fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le tandem somnolence-fatigue est responsable de près de 10% des accidents mortels sur l'ensemble du réseau routier. Ce pourcentage passe à environ 20% sur autoroute. Une des particularités de la fatigue, c'est que le conducteur en ressent les effets physiquement sur son corps. Paupières lourdes, bâillements, douleurs dans le dos, raideur dans la nuque. Tous ces signes alertent d'une fatigue importante. Il faut donc s'arrêter et faire une pause. Mettre la radio n'y changera rien, même à un niveau sonore élevé. Cela stimulera brièvement le conducteur. Seul le repos combat la fatigue. Réponse B. Question 2. J'ai obtenu le permis en formation traditionnelle et n'ai commis aucune infraction les 2 premières années. Il comporte 8 points. Réponse A. 9 points. Réponse B. 10 points. Réponse C. 12 points. Réponse D. Quand j'obtiens mon permis de conduire, je rentre dans le cadre du permis à points et je dispose d'un nombre initial de 6 points. Au terme de chaque année du délai probatoire, si je n'ai commis aucune infraction entraînant un retrait de points, mon permis de conduire est majoré de 2 points. Ayant suivi la formation traditionnelle, j'aurai donc, à la fin de la 2e année, les 6 points initiaux, plus 2 points de la première année, plus 2 points de la 2e année, soit 10 points. Réponse C. Question 3. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que l'on arrive dans le lieu-dit, le Grand Bas. Il ne s'agit pas d'un panneau d'entrée d'agglomération, et même si la vitesse ici n'est pas limitée à 50 km/h, il est conseillé d'adapter l'allure. Les lieux-dits sont généralement des zones pourvues de quelques habitations. On peut donc y rencontrer des habitants ainsi que des aménagements propres à leur circulation. Réponse B et D. Question 4. La zone d'incertitude créée par ce cycliste correspond en moyenne à 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. La zone d'incertitude est la zone dans laquelle un usager risque de se déplacer. Les piétons ou les cyclistes peuvent changer de trajectoire rapidement en fonction de leur vitesse. Cette zone peut être plus importante qu'1,50 m, mais elle correspond en moyenne à cette valeur. C'est la distance minimale à laquelle il faut se déporter pour passer à côté de ce cycliste. Toutefois, mieux vaut adopter un comportement sécuritaire et s'écarter davantage si c'est possible. La zone d'incertitude créée par ce cycliste correspond en moyenne à 1,50 m. Réponse A. Question 5. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je traverse un chantier en agglomération. Des plots signalent et délimitent les travaux de voirie en cours. Allumer les feux de détresse est inutile. Ce chantier a déjà fait l'objet d'une signalisation. Je dois adopter l'allure du pas pour passer près de cet ouvrier ou pour m'arrêter sans surprendre l'usager qui me suit de près. Réponse B et C. Question 6. Il faut nettoyer régulièrement le pare-brise. À l'extérieur uniquement. Réponse A. À l'intérieur uniquement. Réponse B. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Réponse C. Bien voir pour bien conduire. En effet, les surfaces vitrées doivent être propres si l'on veut bien détecter tous les indices utiles à la circulation. Il est donc nécessaire de bien nettoyer le pare-brise à l'extérieur car celui-ci est en contact direct avec tous les éléments pouvant le salir tels que les insectes, la pollution, les poussières et autres. Mais il faut également le nettoyer de l'intérieur. En effet, une pellicule plus ou moins grasse due à la pollution, la cigarette ou diverses poussières s'installe et le salit. Réponse C. Question 7. Ce véhicule est équipé d'airbags. Ce conducteur doit mettre sa ceinture de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Prêter attention à sa position de conduite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Même lorsque le véhicule est équipé d'airbags, le port de la ceinture est obligatoire. En effet, ils complètent l'action de la ceinture, mais ne peuvent en aucun cas la remplacer. Si le conducteur ou le passager avant ne met pas sa ceinture, l'airbag le percute violemment au moment où il se déploie, pouvant causer de très graves blessures. Pour ce qui est de la position, l'efficacité de la ceinture est diminuée si le siège est très incliné, si la ceinture est vrillée ou mal ajustée, si elle est placée sous le bras ou retenue avec une pince. Une bonne position de conduite garantit confort et sécurité. Réponse A et C. Question 8. Pour limiter l'entrée des polluants dans l'habitacle, il faut activer la commande. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. En circulation, l'usager est confronté à la pollution ambiante. Parfois, celle-ci peut être particulièrement concentrée, notamment à l'arrêt dans les bouchons ou dans un tunnel. La fonction recyclage de l'air permet d'isoler l'habitacle en coupant l'arrivée de l'air extérieur. Pour l'activer, on appuie sur ce bouton symbolisant le recyclage. On coupe alors l'arrivée d'air pollué dans l'habitacle. Cependant, une fois la zone polluée franchie, il faut désactiver cette fonction pour faire rentrer de l'air frais et éviter l'apparition de buée ou de mauvaises odeurs. Donc, pour ne pas respirer de l'air pollué, on appuie sur la commande C. Réponse C. Question 9. Le champ visuel vertical d'un conducteur doit être d'au moins 40 degrés. Réponse A. 60 degrés. Réponse B. S'il est insuffisant, la conduite est restreinte. Réponse C. Incompatible. Réponse D.
Le champ visuel binoculaire est la somme des champs de chaque œil. À l'arrêt, il s'étend horizontalement sur 180 degrés et verticalement sur 175 degrés. Lorsque le champ visuel est altéré, certaines informations ne seront pas vues par le conducteur. C'est pourquoi le champ visuel vertical doit être d'au moins 40 degrés, 20 degrés vers le haut et vers le bas. Aucun défaut ne doit être constaté dans un angle de 20 degrés par rapport à l'axe central. Il existe des cas d'incompatibilité pour conduire si le champ visuel vertical est inférieur à 40 degrés. En effet, il y a parfois des informations à aller chercher en hauteur. Réponse A et D. Question 10. Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il n'existe pas d'emplacement matérialisé au sol, il est interdit de stationner juste devant un passage piéton. Effectivement, un véhicule stationné trop près masquerait la présence d'un piéton aux autres usagers, ce qui pourrait générer une situation d'accident. Alors, pour protéger les usagers fragiles, les véhicules doivent, en l'absence d'emplacement, laisser une distance de 5 mètres entre l'aplomb de leur véhicule et le dit passage piéton. Cet espace permet d'améliorer la visibilité des conducteurs en circulation, mais également celle des piétons souhaitant traverser. Réponse B. Question 11. Ce deux roues a gardé ses feux allumés. Je lui fais un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. La particularité des deux roues est d'avoir un faible gabarit. Un des risques pour cette catégorie d'usagers est de ne pas être vu par les autres. Afin de prévenir ce danger, le code de la route impose aux deux roues d'allumer les feux de croisement en circulation afin de signaler leur présence. Et cela concerne tous les deux roues, du cyclo au motard confirmé. Donc, ce deux roues n'a pas oublié d'éteindre son feu. Il respecte juste le code de la route. Aucune raison de lui faire un appel lumineux. Réponse B. Question 12. Le chargement extérieur d'un véhicule est limité. En hauteur, réponse A. En longueur, réponse B. En largeur, réponse C. Le chargement ne doit en aucun cas dépasser à l'avant. À l'arrière, il peut dépasser jusqu'à 3 mètres et doit être signalé au-delà d'1 mètre. La largeur du chargement ne doit pas excéder 2,55 m. La hauteur n'est pas limitée, mais attention, certains passages comme les ponts ou les entrées de parking peuvent être réduites. Réponse B et C. Question 13. Consulter rapidement un SMS sur autoroute où le trafic est faible est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec près de 12 000 km, l'autoroute est le réseau routier le plus sûr et concentre la plus grande partie de la circulation. Malgré ce niveau de sûreté, les comportements des usagers laissent parfois à désirer. Position de conduite incorrecte, ceinture non bouclée, consultation du téléphone en roulant. C'est vrai,
C'est tentant de consulter rapidement son téléphone, surtout si le trafic est faible. Cependant, sachez que durant les 3 secondes où vous regardez l'écran de votre téléphone, vous avez parcouru à 130 km/h près de 110 mètres, soit la longueur d'un terrain de football. Le risque est grand, il vaut mieux s'arrêter. Réponse B. Question 14. L'autopartage est réservé seulement aux habitants de la ville. Oui? Réponse A. Non? Réponse B. Cette pratique favorise la réduction des encombrements. Oui? Réponse C. Non? Réponse D. L'autopartage est une alternative à la propriété d'un véhicule. Ainsi, l'usager va s'exonérer de toutes les contraintes telles que l'assurance, l'entretien et autres frais. Une fois inscrit, vous utilisez le véhicule comme bon vous semble pour vous déplacer. Vous avez donc une utilisation rationnelle de la voiture. Ainsi, plusieurs personnes utilisent le même véhicule. C'est donc autant de véhicules en moins dans la ville, moins d'encombrement. Ce service est plutôt présent dans les grandes agglomérations, mais est ouvert à tous. Réponse B et C. Question 15. J'accélère. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Les feux du passage à niveau sont éteints et les barrières levées. Je peux donc le franchir. Cependant, la chaussée des passages à niveau forme souvent un dos d'âne avec parfois une forte dénivellation du revêtement. De plus, il y a un léger sommet de côte qui masque la visibilité. Il est préférable de ralentir pour passer avec plus de sécurité et de confort. Réponse C. Question 16. Avant de partir, faire le tour du véhicule est utile. Réponse A. Inutile. Réponse B. Une habitude à prendre. Réponse C. Inutile si la voiture est neuve. Réponse D. Les vérifications sur le véhicule ne doivent pas être prises à la légère et on néglige trop souvent de faire le tour de son véhicule avant de partir en circulation. Ce conducteur ne l'a pas oublié et c'est une bonne habitude. En regardant les pneus, il contrôle les éventuelles fissures, zones lisses, sous-gonflage ou crevaisons. L'absence de taches au sol diminue la probabilité d'une fuite des liquides. Réponse A et C. Question 17. Je tiens compte particulièrement des indices. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D.
Dans une circulation urbaine, le conducteur doit être en éveil en permanence pour détecter les bons indices et les analyser. En A, un bus est à l'arrêt sans passagers. Il n'y a pas de danger particulier. En B, un bus arrive en sens inverse, mais la chaussée est suffisamment large et permet de se croiser facilement. En C, ce camion jaune masque la visibilité sur la droite. Un piéton ou deux roues peut surgir. J'en tiens compte. En D, un usager indique son intention de s'engager. M'a-t-il vu? Va-t-il s'engager? Je tiens compte également de cet indice. Réponse C et D. Question 18. Pour faciliter l'insertion de ce poids lourd, j'ai l'obligation de me décaler sur la voie de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie la plus à droite est une voie d'insertion. Elle permet aux usagers d'atteindre une vitesse suffisante avant de s'engager sur la chaussée principale. En revanche, il faut céder le passage. Parfois, il est utile de changer de voie pour faciliter l'insertion des véhicules lourds, car leur gabarit ne leur facilite pas cette manœuvre. Mais ce n'est pas systématique. Tout dépend de la circulation, de la position du poids lourd dans cette voie ou de la longueur de l'aménagement. Ici, ce poids lourd en est au début. Je roule à 130 km/h, le différentiel de vitesse fait que je ne le gênerai pas. Je n'ai pas l'obligation de changer de voie. Réponse B. Question 19. Manipuler l'écran tactile du GPS en roulant présente un risque pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le GPS est une aide à la conduite qui facilite la perception de l'environnement. En revanche, il doit impérativement être réglé à l'arrêt pour éviter tout risque de dégradation de la tâche de conduite. L'utilisation d'un GPS peut devenir une source de distraction, la conduite pouvant être perturbée par la lecture des informations. Le conducteur ne peut s'affranchir des règles élémentaires de prudence. Réponse A. Question 20. L'alerte carburant se déclenche. Je m'arrête à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le voyant de carburant de couleur orange n'alerte pas d'un problème urgent. Il indique que je viens d'atteindre le niveau minimum de carburant. Je peux me tranquilliser en consultant l'ordinateur de bord qui va indiquer le nombre de kilomètres que je peux encore effectuer. Pour me rassurer définitivement, je peux aussi adopter une conduite économique et je verrai alors le chiffre des kilomètres augmenter sur mon ordinateur de bord. Il est possible d'effectuer de nombreux kilomètres sur la réserve. La voie de droite est une voie réservée aux véhicules lents. Ce n'est pas une bande d'arrêt d'urgence. Si dans cette situation un voyant rouge s'allume, je me place sur la voie réservée en allumant mes feux de détresse et, si c'est possible, j'essaye d'atteindre le prochain emplacement d'arrêt d'urgence pour m'arrêter. Je continue jusqu'à la prochaine station-service. Réponse B. Question 21. Cette conductrice prend un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien voir à l'avant comme à l'arrière est essentiel pour conduire en sécurité. Ceci dit,
Il est quand même préférable de régler les rétroviseurs à l'arrêt et non en circulation. Bien s'installer fait partie des bonnes habitudes à prendre. En circulation, je dois consacrer mon attention à la circulation et particulièrement à ce qui se passe devant moi. Cette conductrice prend le risque de ne pas voir un véhicule qui freine. Réponse A. Question 22. Je suis à 2 secondes du véhicule devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule sur une autoroute à une vitesse de 130 km/h. Maintenir une distance de sécurité suffisante est essentiel pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque. Celle-ci doit correspondre à la distance parcourue par le véhicule en 2 secondes minimum. À cette vitesse, je parcours environ 39 mètres en 1 seconde. Pour calculer approximativement cette distance, il faut multiplier le chiffre de la dizaine de la vitesse par 3. Soit à 130 km/h, 13 fois 3, 39 mètres par seconde. Ainsi, à 130 km/h, il faut laisser 39 mètres par 2 secondes, soit une distance d'au moins 78 mètres. Sur autoroute, cette distance correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui n'est pas le cas ici. Je ne dépasse pas non plus, car je circule au maximum de la vitesse autorisée. Je ralentis pour augmenter cette distance. Réponse B et D. Question 23. Je suis à la bonne allure pour franchir cette intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule dans une rue où le trafic est fluide. J'approche d'une intersection régie par des feux tricolores. Le feu est au vert depuis un certain temps. C'est pour cette raison que j'anticipe et que j'adopte une vitesse de 30 km/h. En me rapprochant et en observant bien les rues de l'intersection, je perçois que le feu de piéton est encore au vert. Cela confirme l'arrêt des autres usagers au feu rouge. J'adopte la bonne allure et je passe en observant bien de chaque côté. Réponse A. Question 24. Je surveille particulièrement l'usager. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Dans cette configuration, la position du motard et de la voiture qui arrive en face donne des indices précieux. Le motard se décale vers l'axe médian. Cela lui permet d'augmenter sa visibilité vers l'avant et notamment derrière des véhicules encombrants. De fait, s'il cherche une meilleure visibilité, c'est souvent pour pouvoir effectuer un dépassement. C'est aussi un moyen de communiquer avec l'usager qu'il suit. C'est pour cette raison que cette voiture sert le plus possible à droite, ouvrant ainsi plus d'espace au motard pour un dépassement. C'est pourquoi je surveille particulièrement le motard. Les motos ont des accélérations puissantes et dépasser ne prend que quelques secondes. J'anticipe un éventuel dépassement de la moto. Réponse B. Question 25. Je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Oui. Réponse A.
Non. Réponse B. Le feu vert ouvre le passage à cette intersection. Un piéton est descendu du trottoir et attend pour traverser. Il ne manifeste pas vraiment son intention de traverser puisqu'il ne regarde pas dans ma direction. La règle est claire. Lorsque le feu des usagers est vert, le feu des piétons est rouge. Ils doivent attendre pour traverser. S'arrêter au feu vert risque de provoquer une situation dangereuse car les usagers qui suivent peuvent ne pas comprendre mon intention. Je passe avec prudence en surveillant ce piéton. Réponse B. Question 26. Conduire sans assurance, c'est risquer l'annulation du permis? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une forte amende? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tout usager qui circule sur la voie publique doit souscrire une assurance. L'assurance minimale obligatoire s'appelle la responsabilité civile. Chaque usager est responsable de ses actes et doit être en mesure de réparer les dégâts qu'il peut causer aux autres. Circuler sans assurance est un délit. De nombreuses peines peuvent être prononcées par le juge et notamment celle de l'annulation du permis de conduire. En outre, une forte amende peut être infligée. Cette dernière peut être réduite en une amende forfaitaire si l'infraction est constatée par un procès-verbal électronique et si vous n'avez pas été déjà condamné pour défaut d'assurance. Réponse A et C. Question 27. Par mesure de sécurité, je braque les roues. Du côté du trottoir. Réponse A. Du côté rue. Réponse B. Je stationne dans une rue à forte pente. Je serre évidemment mon frein à main. Mais une mesure peut être prise pour renforcer la sécurité. Il s'agit de tourner ses roues du côté du trottoir. Elles viennent s'appuyer sur la bordure. Cela permet de les bloquer, donc de réduire la force qui s'exerce sur le système de freinage. A l'inverse, braquer les roues du côté rue est moins sûr. En cas de choc à l'arrière ou de défaillance du système de freinage, le véhicule risque d'être projeté ou entraîné dans la descente. Je braque donc les roues côté trottoir. Réponse A. Question 28. La résistance au roulement constitue environ 5% de la consommation du véhicule. Réponse A. 10% de la consommation du véhicule. Réponse B. 20% de la consommation du véhicule. Réponse C. Le frottement des pneumatiques sur la chaussée constitue une part importante de la consommation. La résistance au roulement est directement responsable de 20% de la consommation d'un véhicule, ce qui représente environ 1 plein sur 5. Il est donc important de vérifier régulièrement la pression des pneumatiques. Réponse C. Question 29. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je règle le régulateur sur 90 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Je traverse une zone de travaux sur autoroute. Une voie de circulation est neutralisée. C'est pour cette raison que la vitesse est limitée à 90 km/h. Je circule à 100 km/h, je ralentis pour respecter la limitation de vitesse. Stabiliser la vitesse à 90 km/h par le régulateur dans une zone de travaux est fortement déconseillé. En effet, il est fort probable que je vais avoir à faire face à des ralentissements répétés liés aux ouvriers ou aux engins. Je dois avoir la main sur la conduite du véhicule pour réagir rapidement. Je désactive le régulateur. Réponse A et D. Question 30. Une voiture refusée pour un défaut critique lors du contrôle technique devra être réparée et représentée. Le jour même. Réponse A. Dans les 2 jours. Réponse B. Dans les 2 semaines. Réponse C. Dans les 2 mois. Réponse D. Le contrôle technique a été instauré afin de rendre le parc automobile plus sûr. 133 points de contrôle sont vérifiés répartis sur 9 fonctions. En cas de résultat défavorable pour défaillance critique, la mention R est apposée sur le certificat d'immatriculation. L'usager a l'obligation de présenter son véhicule à une contre-visite dans un délai de 2 mois. En revanche, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. Au-delà, il est interdit de circuler. Il faut donc en profiter pour déplacer son véhicule chez un professionnel pour le faire réparer. Ce dernier le déplacera sur plateau jusqu'au lieu du contrôle pour faire lever le ou les défauts critiques. Réponse D. Question 31. Lorsqu'il est en mission, ce véhicule est prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je lui cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule est un véhicule d'intérêt général prioritaire. Il faut donc lui faciliter les manœuvres et lui céder le passage aux intersections. Mais cette disposition s'applique lorsqu'il est en mission et utilise ses avertisseurs sonores et lumineux, ce qui n'est pas le cas ici. Ce véhicule de gendarmerie circule normalement et doit respecter les règles de priorité. Il vient de gauche, je bénéficie de la priorité de passage, je m'engage avant lui. Réponse A et D. Question 32. Je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence est un véhicule de service de l'autoroute. On l'appelle également patrouilleur. La présence de nombreux objets est fréquente sur l'autoroute due au mauvais arrimage du chargement. Le rôle d'un patrouilleur est de veiller à la sécurité des usagers. Il est donc possible de croiser des hommes en jaune dans le cadre de leur mission. Je reste vigilant, je ralentis et je m'écarte le plus possible du véhicule. Réponse A. Question 33. Klaxonner en ville est interdit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai eu raison de le faire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
L'utilisation de l'avertisseur sonore est interdite en agglomération. En effet, si tous les usagers pouvaient klaxonner comme bon leur semble, il en résulterait une cacophonie assourdissante. C'est pourquoi l'utilisation du klaxon est réservée au cas de danger immédiat. Ici, ce véhicule recule sur la chaussée. Sa position initiale entre des véhicules fait que cet usager a peu de visibilité pour sortir. Il y a danger et donc j'ai eu raison de klaxonner pour signaler ma présence. J'évite ainsi un accrochage. Réponse A et C. Question 34. L'utilisation de ce défibrillateur nécessite une formation. Oui, réponse A. Non, réponse B. La procédure d'utilisation est donnée par une voix. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le défibrillateur est un appareil qui analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime, qui est capable de reconnaître une anomalie du fonctionnement du cœur et qui délivre un choc électrique si nécessaire. Cet appareil ne nécessite aucune formation particulière. Une voix électronique vous guide et vous donne les instructions à suivre. Réponse B et C. Question 35. Le régulateur de vitesse adaptatif est enclenché pour dépasser ce poids lourd. Je le maintiens. Réponse A. Je le désactive. Réponse B. Je circule à la vitesse maximale autorisée et ce poids lourd est limité à 90 km/h. Dois-je désactiver le régulateur de vitesse adaptatif pour dépasser? Le système maintient la vitesse déterminée comme un régulateur de vitesse classique, mais en plus, prend en compte le trafic en surveillant les véhicules qui précèdent. Si je décide de rester derrière ce poids lourd, le système va faire ralentir la voiture et maintenir une distance de sécurité à 90 km/h. Si je dépasse ce poids lourd, le système va maintenir la vitesse programmée à 130 km/h. Je n'ai pas besoin de le désactiver pour dépasser. Réponse A. Question 36. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau posé sur un trépied signifie qu'il est temporaire. Il interdit le dépassement le long d'une probable zone de travaux. Il est donc interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les 2 roues sans sidecar. Cela signifie qu'on ne peut pas dépasser un véhicule à moteur de plus de 2 roues. Ce cyclomotoriste roule à 30 km/h. La ligne est discontinue, personne ne me dépasse, personne en face et pas d'ouvrier. Je peux dépasser. Réponse A. Question 37. Le danger principal se situe en A. Réponse A. En B. Réponse B. En C. Réponse C.
Je circule probablement sur une rocade urbaine. La circulation est dense et s'établit en fils ininterrompus. Même si je m'arrête, je dois rester vigilant et observer autour de moi. Dans le rétroviseur intérieur, l'usager va s'arrêter correctement. Il ne présente pas de danger particulier. Sur le côté droit, il est peu probable qu'un usager remonte la file par la droite, faute d'espace suffisant. En revanche, si j'ai bien observé, une moto remonte les fils à vitesse soutenue. Le danger principal est bien présent sur le côté gauche. Réponse A. Question 38. Pour faire un trajet de 2 km en ville, le transport le moins polluant est la voiture. Réponse A. Le bus. Réponse B. Le tramway. Réponse C. Faire 2 km en ville est un trajet d'une distance courante. Plusieurs possibilités s'offrent à l'usager selon le niveau des transports en commun. Le tramway est le transport le moins polluant puisqu'il fonctionne à l'électricité. Une rame de tramway peut transporter environ l'équivalent en passagers de 170 voitures. Comparé à la voiture, un bus peut transporter l'équivalent en passagers de 40 à 50 voitures. L'énergie utilisée, même si ce sont des agrocarburants, reste plus polluante. La voiture pollue plus sur de petites distances et particulièrement à froid. Pour un trajet de 2 km en ville, le transport le moins polluant est le tramway. Réponse C. Question 39. Le pot catalytique permet de transformer les gaz d'échappement en gaz inoffensifs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il réduit la pollution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Depuis 1993, les pots catalytiques sont obligatoires sur toutes les voitures essence neuves. La combustion d'un moteur essence produit du monoxyde de carbone, gaz très toxique pour l'homme. Il rejette aussi des hydrocarbures imbrûlés, également très polluants. Pour réduire cette pollution, le pot catalytique va terminer la combustion des particules d'essence imbrûlées et transformer le monoxyde de carbone en gaz carbonique qui est tout à fait respirable par l'homme. Réponse A et C. Question 40. Après avoir dépassé ce camion, je reste dans cette voie. Réponse A. Je me replace dans la voie de droite. Réponse B. Je circule sur autoroute. C'est ce que m'indique le panneau bleu. Je roule donc à 130 km/h. Les poids lourds sont en revanche limités à 90 km/h et ils laissent entre eux une distance d'environ 50 mètres. Je vais parcourir cette distance en 3 ou 4 secondes. Il est inutile, voire dangereux de se rabattre entre ces deux camions. Je reste dans cette voie. Réponse A.